Merci à vous de nous retrouver pour ce Multisport 24 qui va vous accompagner tout au long de cette semaine du 23 au 29 novembre 2020. Dans ce numéro, et je sais que vous l'attendiez, nous parlerons de la disparition de l'icône du football mondial, le Pibé de Oro ou le gamin en or Diego Armando Maradona, décédé le 25 novembre dernier à l'âge de 60 ans. Et cela contribuera donc à l'actualité de la semaine. Et pour le thème de la semaine, première sortie honorable pour Boinguidi Sport du Gabon face à Forest Ranger FC de la Zambie, 0 but partout pour le tour préliminaire de la Champions League africaine de football. Mais pour mieux entrer de plein pied dans ce numéro, voici les titres de Karl Mihindou. La disparition la semaine dernière de Diego Armando Maradona a ému toute la planète football et même au-delà, plongeant l'Argentine et le monde sous le choc, tant le gaucher avait éclaboussé de nombreuses années durant les pelouses de sa classe. Le samedi 28 novembre 2020, le stade Lévi Mwanawaza de Dola en Zambie a vu des Gabonais de la Boinguidi Sport opposés aux Zambiens de Forest Ranger FC. Après 90 minutes de jeu, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout lors de cette rencontre, comptant pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions 2020-2021. Attendu avec fébrilité par les amateurs du noble art, l'exhibition entre Mike Tyson et Jones Jr. n'a pas déçu. Malgré le nul, Tyson a donc réussi son comeback, lui qui a même évoqué un possible prochain combat dans le sud de la France. Rémi Benega, le président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, est avec nous. Rémi, c'est avec un immense plaisir que je te reçois sur ce plateau. Merci, c'est toujours avec plaisir aussi que je viens. Et justement, à côté de toi, Gaël Mapessi, journaliste de sport à Gabon 24. Gaël, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu sur le plateau de Multisport. Oui, quelquefois, il faut disparaître pour mieux revenir. Donc, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Multisport 24. Quand on parle de foot, notamment, c'est un plaisir. Rémi Banega, nous allons d'abord parler d'un homme, que dis-je, d'un dieu, celui du football mondial. Il s'agit de l'Argentin Diego Armando Maradona, qui est mort le mercredi 25 novembre dernier, âgé de 60 ans. El Pibé de Oro, où le gamin en or aura marqué l'histoire du football de par son talent hors du commun. Et par ma voix, toute l'équipe de Multisport 24 rend un grand hommage à cet éternel numéro 10 de l'Albi Célesté. Suivons cet élément. Quelques heures après la triste nouvelle, des réactions ont afflué à travers le monde. D'abord, celle de Lionel Messi, un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse, mais il ne s'en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui et voudrais en profiter pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et amis. RIP a réagi le sextuple Ballon d'Or, Messi. Puis celle du champion d'Europe portugais. Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs de tous les temps, un magicien inégalable. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, crack, tu ne seras jamais oublié, a écrit le quintuple Ballon d'Or portugais. Quelle triste nouvelle, j'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a beaucoup à dire, mais pour l'heure, Dieu donne la force à ses proches. J'espère qu'un jour nous pourrons jouer ensemble au ciel, a écrit sur Instagram le triple champion du monde brésilien, le roi Pelé, qui a fêté ses 80 ans fin octobre. Pour accompagner la légende, le gouvernement argentin a décrété 3 jours de deuil national. Maradona, ses 91 sélections avec l'Argentine, 34 buts, de 1977 à 1994. 57 fois capitaine, il a participé aux Coupes du Monde 1982 en Espagne, 1986 au Mexique l'année du sacre, 1990 en Italie et une finale perdue face aux Allemands et 1994 aux États-Unis. Rémi Banega, lorsque un sage ou un littéraire meurt, on a coutume de dire que c'est une bibliothèque qui a brûlé. Qu'est-ce qu'on peut dire de Maradona lorsqu'on sait qu'il n'y avait pas son pareil? Bon, on va dire la même chose. C'est une grosse partie de l'histoire du football qui vient de disparaître. C'est vrai que les récits vont continuer à
à le rendre éternelle légende. Mais pour ma part, Maradona, Pelé, c'est vraiment deux personnes qui ont orienté le football pour le mettre au niveau dans lequel il est, la place que le football occupe aujourd'hui en termes d'économie, en termes de visibilité, en termes d'émotion, parce que c'est à partir d'eux aussi que les gens se sont vraiment véritablement intéressés au football. Et c'est des talents qui ont traversé des décennies, qui ont traversé des générations. Vous voyez bien que le débat reste le même. Après 50 ans et plus, on est toujours dans ce débat de qui est le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on ne le verra plus, mais les récits vont forcément nous permettre de continuer à vivre et à revoir les rares images qu'on a de tout ce qu'il a mis, qu'il a fait comme projet au foot. Gaël Mapessi, aujourd'hui, Diego n'est plus. On avait coutume de faire une petite comparaison avec justement son poussin Lionel Messi. Que dit-on aujourd'hui? Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, Lionel Messi aura cette image qu'a Maradona déjà dans son pays, l'Argentine, et même dans le monde, même si on connaît tous ces nombreux ballons d'or que Diego n'a pas eu. Il en a eu un seul, mais honorifique, de façon honorifique. Justement, après, il faut dire, Joey, c'est des joueurs qui ont évolué à des époques différentes. Après, il faut dire que Diego Maradona reste le dieu en Argentine parce qu'il a donné cette Coupe du Monde en 1986, que Messi n'a pas encore donné à l'Argentine au-delà de son talent des Champions League qu'il a remporté avec le FC Barcelone. Vous faisiez déjà allusion aux différents ballons d'or que Messi a eu. On sait que sur le plan mondial aujourd'hui, Messi, c'est un grand. Il est hors catégorie avec Cristiano Ronaldo, mais jusque-là, il n'a pas donné de Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a une Coupe du Monde junior avec l'Argentine, mais pour ça, les Argentins ne comptent pas cette Coupe du Monde-là. Une Coupe du Monde junior qu'avait également obtenu Diego Maradona. Diego Maradona. Donc, justement, depuis 1986, l'Argentine attend encore cette prochaine Coupe du Monde. D'ailleurs, ils espéraient en Messi, avec tout le talent qu'il a, pour qu'il ramène à l'Argentine une Coupe du Monde. Messi a quand même déjà discuté une de finale de Coupe du Monde, malheureusement, qu'il n'a pas pu gagner. Il n'a même pas encore offert à l'Argentine une Copa América. Donc, vous voyez que le chemin est encore long pour Messi pour essayer de remplacer l'icône qui était Diego Armando Maradona. Pourtant, avec son talent, il aurait pu... Oui, Rémi Banega. Moi, je vais ajouter, même si Messi apportait une Copa América ou une Coupe du Monde, ce ne serait pas pareil. Vous voyez un peu l'équipe de France qui vient de remporter la Coupe du Monde, mais elle ne peut pas remplacer l'équipe de 98. Il faut rajouter que Maradona, avant d'aller à l'extérieur, il a marqué l'histoire du football argentin. C'est quelqu'un qu'on a vu dans son propre pays, qui était déjà star dans son propre pays, avant d'aller à Barcelone et à Naples. Ce que n'a pas fait Messi. Messi allait au centre de formation directement de Barcelone. Donc, c'est des éléments importants qui font que Maradona, peu importe le talent de Messi, en Argentine, va rester le dieu du foot. Et dans le monde, certainement. Et dans le monde, certainement. Voilà. Le débat peut-être peut être dans le monde par rapport à ce que Messi a fait en Europe en termes de visibilité. Parce que Maradona, il a fait pleurer plus d'un footballeur. Moi, j'ai pleuré en voyant jouer Maradona. Qu'il gagne ou qu'il perde, j'avais des larmes aux yeux. Parce qu'après, il faut, c'est peut-être, Rémi va peut-être me rejoindre, il faut quand même le dire, Joey, parce qu'à l'époque où Maradona jouait, c'était plus pour l'amour. Aujourd'hui, c'est plus l'argent qui a pris le dessus sur le jeu. Et c'est peut-être là aussi la différence entre Maradona qui jouait véritablement avec le cœur et qui a été attaché à cette patrie, à l'Argentine. Il l'a dit, c'est un point important et ça, Rémi a bien fait de le relever parce que Maradona a été d'abord star en Argentine avant de s'expatrier dans le monde. Il a mené plusieurs combats aussi. Hein. Il a mené plusieurs combats sociaux en Argentine. C'est tout ça là qui fait la personnalité de Maradona. Nonobstant ce côté noir. Ce côté noir, voilà. Tout ce qu'on dit, on met de côté le côté noir. Voilà. Ou à raison. Je me rappelle d'une interview du roi Pelé il y a quelques années qui demandait justement aux journalistes et aux sportifs de faire toujours une différence entre l'homme et le footballeur. Parce que son côté noir ne lui enlève pas le talent qu'il avait. Non, tout ce qu'il a écrit sur le terrain. Si on le connaît, c'est par rapport à tout ce qu'il a apporté aux supporters sur le plan mondial. Après, maintenant, les déboires, on parle de cocaïne, on parle de boîte de nuit, on parle de femmes, et ainsi de suite. C'était sa vie privée. Et comme vous savez, quand on est célèbre, on n'a plus de vie privée. Donc forcément, tout se mélange. Mais il faut voir maintenant que cette vie privée ne prend pas le dessus. Parce que vous avez vu les obsèques, ce qui s'est passé
ça en Argentine, où le président Eparia a même décidé d'écouter les obsèques. Donc, c'est pour dire que peu importe ce qu'il a fait, peu importe ses défauts, il reste une légende du football mondial. Et nous allons certainement terminer avec ce point concernant la mort de Maradona. Pensez-vous véritablement que les Anglais lui ont pardonné cette main des dieux? Ben, beaucoup d'années sont passées, je pense que oui. Après, on ne va pas vivre dans l'histoire. On se dit que... Bon, Ah oui, il y a ceux qui vivent dans l'histoire, dans le passé. C'est un fait du jeu, ça arrive. Rémi Banega, vous pouvez... Toutes les sorties de Maradona, depuis qu'il a arrêté de jouer au foot, ont toujours été dramatiquement critiquées par les Anglais. Et la main de Dieu, la fameuse main de Dieu, revenait toujours. Mais ça devait forcément continuer parce que Maradona a dressé un autre destin à l'Angleterre avec la main de Dieu. Mais il faut dire que le deuxième but qu'il avait marqué était aussi somptueux. Maintenant, c'est quelque chose qui reste dans la mémoire des Anglais. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus sur un côté de rappel, un côté positif qu'autre chose, en fait. Rémi Banega, vous êtes chrétien. Oui. Vous croyez vraiment que c'était la main de Dieu? Je pense qu'à cette époque, et même encore, à l'œil nu, peut-être ceux qui étaient au stade arrivent à voir. Mais moi, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, sous plusieurs angles. C'était difficile. Je n'arrive pas à voir la main, en fait. Je vois la tête. C'était vraiment compliqué. Il n'y a que le gardien anglais qui était juste à côté de Maradona qui a pu véritablement voir que c'était certainement la main de Dieu, comme l'a dit le roi, pour moi, qui est parti. Et puis, Bouanguidi Sport, messieurs, le représentant du Gabon au tour préliminaire des éliminatoires de la Ligue africaine des champions de football, a obtenu un match nul et vierge ce samedi 28 novembre 2020 à Ndola, en Zambie, face à la formation de Forest Ranger FC. Si cette rencontre permet au club gabonais de bénéficier d'un point et sans avoir encaissé le moindre but avant le match retour à Libreville, toutefois, elle ne donne pas une assurance de qualification pour la suite. On regarde. Le représentant du Gabon en Ligue des champions africaine a fait le déplacement de la ville de Ndola en terre zambienne pour y affronter les Rangers Forest, champions de Zambie, pour le compte du match aller des préliminaires de la dite compétition. D'après Club Sport Plus, avec ce résultat acceptable, 0 but partout, l'on peut parler d'exploit pour le club, car ayant livré cette rencontre sans championnat depuis mars 2020. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées lors de ce match, Bouanguidi Sport, avec un groupe diminué, marqué par l'absence de certains de ses joueurs, a trouvé les ressources nécessaires pour contraindre son adversaire à un match nul et vierge. Sans véritable option sur le banc, Brice Ondo, entraîneur de Bouanguidi Sport, qui est à sa première expérience africaine, a donc joué avec le même 11 de départ durant les 90 minutes de jeu. Au terme d'un match où ils ont été dominés mais sans pour autant encaisser, le club de la ville de Koulamoutou, dans le sud du Gabon, a fait bonne figure, malgré l'absence du championnat national pour une meilleure préparation. Tout en rappelant le parcours de Bouanguidi Sport qui, il y a 2 ans, était en Détroit avant de connaître une ascension fulgurante en montant en première division du championnat national de football du Gabon. André Obam, son directeur sportif, a remercié le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football pour le soutien financier apporté aux seuls représentants du pays en Coupe africaine. Si on peut saluer ce match nul arraché dans la douleur, il faut également noter que Bouanguidi Sport est loin d'avoir sécurisé sa qualification pour le second tour, même si le match retour, dans une semaine, se disputera à Libreville. Voilà, messieurs, le seul représentant du Gabon en compétition africaine, Bouanguidi Sport, quand même, pour sa première sortie, il faut le noter, a fait quand même une prestation plus ou moins honorable, même quand on sait que, en regardant les images, ils étaient quand même assez dominés. Oui, et puis c'est un match à l'extérieur, donc on ne peut pas aller jouer à l'extérieur et se dire qu'on va avoir la plénitude du jeu. Non, forcément, on va prêt pour subir. Et je pense que Bouanguidi continue à écrire son histoire petit à petit. Ils viennent à peine d'intégrer la première division. Et la manière dont ils atteignent la première division du Gabon. Je pense que c'est une preuve aussi d'une certaine organisation. Vous savez, quand on arrive au sport de haut niveau, au-delà du talent des acteurs, il y a aussi l'organisation autour. Je pense que cette organisation qui a fait en sorte que Bouanguidi soit prêt au début du championnat. Et on va dire heureusement, malgré la Covid-19, ils étaient à la tête, ils ont bénéficié de ça pour être représentants du Gabon. Gaël Mapessi, est-ce que si Bouanguidi n'avait pas eu cette opportunité que voilà, lors de l'arrêt du championnat, bon, voilà, ils étaient en tête de leur poule, est-ce qu'on aurait pu prévoir que Bouanguidi effectivement soit le représentant du Gabon
Dans l'immédiat comme ça. Ben, Et qui plus est, la Champions League. Joey, vous avez posé la question à Rémi s'il était croyant, s'il était chrétien. Il vous a dit oui, moi aussi, je suis chrétien et je pense que le hasard n'existe pas. Donc si Bouanguedi aujourd'hui, même si le championnat s'est arrêté à ses débuts, on va dire, de façon prématurée à cause de la Covid-19, à mon avis, je pense qu'ils se sont bien préparés pour qu'à ce moment de la compétition-là, ils soient premiers de leur poule. C'est quand même 5 victoires sur 6, donc 16 points remportés sur 18 possibles. Donc je pense que ce n'est pas volé. C'est normal que Bouanguedi FC se retrouve là à représenter le Gabon. Il faut dire que c'est aussi la première fois dans l'histoire qu'un promu représente le Gabon dans une compétition africaine. Chapeau à Bouanguedi FC et l'organisation également qui est mise derrière. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui... Il y a eu un fort soutien quand même de la part du côté gabonais. Ben oui, il le fallait. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, on voit Bouanguedi parce qu'on est en train de voir que finalement, au Gabon, il y a un nivellement de niveau et c'est plus les mêmes équipes. Avant, on était habitué à Manga, à Monana, on était habitué pratiquement aux mêmes équipes à chaque fois. Voir Bouanguedi, là, à ce niveau de la compétition, représenter le Gabon. Et ce match nul, même si c'est quand même flatteur, parce qu'il faut dire que c'est souvent difficile, un match nul sans but, ça va faire en sorte que Bouanguedi joue le retour, je crois, le 4 décembre à Libreville, sous une certaine pression, parce qu'un but de Forest va faire en sorte que Bouanguedi perde peut-être espoir ou se donne à fond, se plie à 4 pour marquer 2 buts, parce qu'un match nul ici avec des buts, Bouanguedi va être éliminé. Donc c'est souvent un peu compliqué ces matchs avec 0 but. En tout cas, le point obtenu en Zambie fait déjà quand même du bien à ce seul représentant et surtout à tout le Gabon. En ce moment, je pense quand même que tout le peuple gabonais est derrière cette équipe de Bouanguedi qui nous représente. Au cours d'une conférence de presse animée par les membres de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, Rémi Banega, ici présent sur ce plateau, et ses collaborateurs sont revenus sur les conditions inhumaines infligées aux joueurs gabonais en Gambie. Ils ont également établi une passerelle pour faire le lien avec la situation précaire des footballeurs évoluant dans le National Foot gabonais. Reportage. Les conditions jugées inhumaines infligées aux internationaux gabonais en terre gambienne lors du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ont été autant relayées par la presse au point de faire réagir le gouvernement gabonais. L'ANFPG souhaite également que les gestionnaires du football gabonais s'attellent à trouver des solutions appropriées pour les acteurs du championnat national de football. L'objectif était de faire aussi une mise à jour par rapport à nos actions et des démarches qu'on a entamées suite à ce qui s'est passé à Banjul, qui a choqué tous les Gabonais. Et nous avons salué également l'intervention de la fédération qui a mis en place un dossier, l'intervention du ministère des Sports et du gouvernement par rapport au dernier conseil des ministres qui a fustigé ces événements de Banjul. Et aussi informé suite à la démarche de l'ANFPG, quitte à ce que, comme tout le monde, des sanctions, une enquête soit ouverte et que les sanctions soient prises. Et au-delà de ça, on voulait aussi également faire la passerelle par rapport aux conditions inhumaines dans lesquelles les footballeurs de l'équipe nationale qui sont nos membres ont été confrontés. Rémi Banega, le président de l'ANFPG, a décrié les mésaventures vécues par les clubs gabonais et aussi le fait qu'un joueur du National Foot soit payé en moyenne 1 ou 2 mois sur 12, démontrant par là la précarité dans laquelle exerce le footballeur gabonais. Il souhaite impérativement que des changements soient apportés par les autorités compétentes. Nous avons près de 600 membres qui évoluent dans le championnat gabonais. Il était aussi important de relever les conditions inhumaines dans lesquelles ils évoluent au Gabon, qu'on a cité un peu, des conditions qu'on a déplorées, où on a saisi aussi les autorités afin que les sanctions soient prises sur le plan local, mais ça n'a jamais été fait. Donc cette situation nous a permis de revenir là-dessus et de dire qu'il faut qu'un regard soit porté sur la situation, du moins sur le statut du footballeur au Gabon. À travers cet argumentaire, l'ANFPG attire l'attention des gouvernants et a déjà commencé des rencontres avec les décideurs, dont la primature, le ministère des Sports, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour cerner le statut réel du footballeur professionnel au Gabon. Pour ce qui concerne la saison à venir, des démarches ont déjà débuté pour que les joueurs aient un véritable contrat standard aux normes internationales, comme cela se passe un peu partout sur le continent. Alors, Rémi Banega, on a vu certes quelques points sur ce reportage,
véritablement revient un peu de fond en comble sur l'importance de cette conférence de presse qui est revenue sur le problème des panthères en Gambie et également sur ce dont souffrent les footballeurs du National Foot gabonais. Oui, on avait exactement 3 points à l'ordre du jour que nous trouvons très importants. Déjà la situation de Banjul, que tout le monde a déploré, et il fallait qu'on explique aussi à l'opinion publique, aux journalistes, aux populations les démarches de la NFPG, parce qu'il faut reconnaître que les footballeurs d'équipe nationale sont de facto membres de la NFPG. Et quand leurs conditions sont touchées, tout de suite on monte au créneau. Il y avait ce point. Il y avait le point sur la situation de précarité. J'insiste sur le mot précarité des footballeurs sur le plan local qui, nous pensons, et par rapport au retour que nous avons au quotidien, vivent dans des conditions inhumaines aujourd'hui, abandonnées depuis l'arrêt des championnats. Et puis le troisième point était sur les démarches pour anticiper une éventuelle reprise de championnat. Du championnat. Alors on va aller étape par étape. Comment déjà avez-vous pris ou vécu, vous en tant que président de l'NFPG, cette situation des panthères en Gambie? On était en direct sur les réseaux sociaux avec les joueurs, donc on avait des retours de ces joueurs directement en termes de vidéos, en termes d'audio sur tout ce qui s'est passé. Donc on a vécu la situation en Gambie avant le match, même après le match, même quand certains sont rentrés, nous ont fait les rapports. Donc on ne pouvait pas rester indifférent face à ça. Et on a saisi la FIFPro, qui est le syndicat international des footballeurs, qui, elle, a saisi la CAF pour qu'il y ait des sanctions. Parce qu'on a insisté sur le fait, les conséquences de ce qui s'est passé à l'aéroport sur le match. Donc, ce qui s'est passé à l'aéroport a porté carrément atteinte à l'intégrité physique, psychologique des footballeurs. Et ce sont 2 éléments importants pour qu'un footballeur ait un meilleur rendement. Et il faut rappeler, Gaël, que Rémi Banega était également un ancien footballeur international. On a oublié de notifier. Vous, justement, à votre époque, est-ce que vous aviez déjà vécu pareille mésaventure? J'ai vécu pareille mésaventure, mais en club. Et il y a une chose, c'est-à-dire que quand vous passez comme Bouenguidi qui joue les phases préliminaires, quand vous jouez les phases préliminaires qui ne sont pas filmées, médiatisées, nous on était allé jouer au Nigeria contre Enyimba, on a vécu ces choses où on nous a bastonné sur le terrain en plein match, mais ça c'est en club. En équipe nationale, toutes les sorties qu'on a eues, on n'a pas eu ça. Plus forte raison, en 2020 où les réseaux sociaux, tout sort, c'est quand même étonnant de voir qu'aujourd'hui on a des leaders comme Pierre-Emerick Bouanga, qu'on se retrouve dans un pays où on fait 7 heures à l'aéroport. Alors maintenant, le problème est toujours sur la table de la CAF. Vous, quelle serait la solution, la meilleure solution, n'est-ce pas, que pourrait prendre la CAF pour le Gabon? Il y a plusieurs types de sanctions, même dans le courrier qu'on a fait. La CAF nous a répondu clairement le lendemain. Qu'est-ce qu'il siérait pour le Gabon? Pour le Gabon, c'est simple. Parce que vous défendez forcément d'abord. Exactement. Pour le Gabon, c'est simple. Ce match était un match capital. Si on gagnait là-bas, forcément, on était presque qualifié ou sinon qualifié. Donc, ces 3 points-là qui sont importants et qui sont déterminants. Nous avons 2 matchs. Donc, soit la Gambie est carrément sanctionnée et que nous, on gagne sur tapis vert, ou on refait jouer le match sur un stade neutre. Et maintenant, les sanctions qui sont financières ou où on suspend le terrain de Gambie, ça, ce n'est pas notre problème, en fait, parce que c'est les sanctions qui regardent la CAF et la Gambie. Nous, on veut des sanctions qui vont directement, qui ont une conséquence directe sur les résultats du match. Alors, on va maintenant aborder justement le problème des joueurs gabonais ou des joueurs qui jouent dans le national foot gabonais. Et là, Gaël Mapessi va vous poser certaines questions. Quelle est déjà la chose, l'aléa le plus frappant qu'on remarque aujourd'hui pour ces joueurs du national foot? C'est la situation de précarité extrême. Chaque année, chaque saison, les footballeurs plongent dans une précarité extrême. Ça parle du problème que vous connaissez tous, sur lequel on la manne financière. La manne financière, les footballeurs qui ne sont pas payés. Mais on va aller au-delà de ça, parce que depuis l'arrêt des compétitions, on ne peut pas dire aujourd'hui que les clubs n'ont pas payé les joueurs, parce que l'État a tout bloqué. Et vous allez constater aussi que toutes les activités ont repris dans tous les secteurs, sauf dans le secteur du football. Et quand on sait que ces footballeurs-là vivent de ce football-là, donc ils sont abandonnés. Gaël Mapessi, une telle situation que nous connaissons, que nous avons longtemps décriée il y a déjà 2-3 ans, à qui incombe la faute justement de cette vie précaire
qu'ont les joueurs gabonais aujourd'hui du Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut jeter les pierres sur l'État, notamment le ministère des Sports par rapport à la situation, parce que c'est le ministère des Sports qui essaie d'impulser une certaine politique, qui essaie d'améliorer l'écosystème du football pour que les joueurs soient bien traités. Mais j'ai souvent insisté sur la responsabilité également des dirigeants des clubs. Parce que, après, je ne sais pas, Rémi est peut-être mieux placé que moi, parce qu'il suit ce dossier de très près. Il a été footballeur, on reste footballeur jusqu'à la fin de notre vie. Mais je pense que là aussi, il y a la responsabilité des présidents des clubs. Un club sérieux, à mon avis, doit avoir un compte quand même assez garni, assez fourni financièrement. On crée d'abord un club, une association, n'est-ce pas? Enfin, un club pour soi, pas en se disant que l'État va nous accompagner. En fait, le contexte est différent. Ça, c'est sur un contexte normal, comme il y a de cela quand on a pu avoir l'aide de la fédération par rapport aux impayés. C'est un contexte où on est en activité. Mais le contexte actuel, il n'y a pas d'activité. Et l'État n'a pas relancé les activités. Donc, si vous allez auprès d'un club, les joueurs sont en quelque sorte en chômage technique. S'ils sont en chômage technique, ils ne perçoivent pas d'argent. Donc, même si on va auprès des clubs, les clubs vont vous dire, mais le décret a dit qu'il n'y a pas d'activité, donc ils ne peuvent pas payer les joueurs. Et nous savons que votre message est bien passé. Juste un dernier point, quelle vision pour le prochain championnat du National Foot? Je vais rapidement conclure en disant ce que nous on souhaite, c'est que l'État, le gouvernement se positionne, vu qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas relancer les activités maintenant. Si on ne peut pas relancer les activités, il faut qu'on trouve un mécanisme pour accompagner ces acteurs qui vivent de ce football-là, quitte à trouver une allocation forfaitaire pour qu'ils puissent joindre les deux bouts jusqu'à la reprise. Et c'est en bonne voie. On a saisi la primature, on a saisi le Sénat, l'Assemblée nationale, le ministère des Sports. On a demandé des audiences, on attend qu'on nous reçoive. Le dernier point, c'est nous, on a anticipé, en étant une association syndicale, on a anticipé par rapport à... Parce que le gros problème qu'on a avec les clubs et la Ligue, c'est le contrat qui est tout le temps violé. Donc l'idée, c'est de mettre en place un contrat standard que tous les clubs vont utiliser pour que... Qui va servir de référence. De référence, voilà. Afin que les joueurs du National Foot gabonais ne puissent plus être lésés. Exactement. Voilà qui referme cette première partie. Rémi, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci d'être passé, Gaël, également. J'aurai le plaisir de te retrouver très prochainement, je l'espère. Et voilà également la boucle de cette première partie. Une pause s'impose, donc je vous retrouve juste après. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'en première partie, nous sommes revenus sur la mort de la légende du football mondial, Diego Armando Maradona. Nous avons également parlé de Boinguidi Sport du Gabon, qui est allé obtenir un point en Zambie lors de sa première sortie en compétition africaine de football. Et puis avec Rémi Ebanega, le président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, qui était sur ce plateau, nous avons évoqué la situation des joueurs gabonais, tant de la sélection nationale que des clubs gabonais. Un nouvel invité dans cette deuxième partie de Multisport 24, il s'agit de Willy Conrad Asseco, le président de la BAC League, la Basketball Academy Club, qui contribue depuis plusieurs années à l'évolution du basketball au Gabon et à l'épanouissement des principaux acteurs. Willy Conrad, bienvenue sur le plateau de Multisport 24. Merci, bonsoir. Et à vos côtés, Yann Akenenge, il est lui responsable sport au département anglais de Gabon 24. Yann? Merci, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Multisport 24. Alors, Willy Conrad Asseco, vous êtes ici pour une information bien précise, naturellement, autour de laquelle nous allons développer 5 points principaux que vous appelez les 5 majeurs. Mais avant, je laisse d'abord le soin à nos téléspectateurs de comprendre déjà de quoi nous allons parler en suivant cet élément. La candidature de M. Willy Conrad Asseco était quelque chose de très attendu au travers de plusieurs nombreuses appels à candidature que nous avons pu remarquer aussi bien sur le plan national qu'à l'international. Après, nous venons tous de découvrir son programme d'activité, du moins le programme d'activité de la direction
qui a pour nom le 5 majeur, qui aujourd'hui cadre avec la nouvelle politique de sport. Nous savons récemment que le ministre en charge de la jeunesse de sport a eu une séance de travail dans laquelle, comme ça, il mettait en avant où il essayait d'amener les fédérations à innover sur les missions qui sont les leurs. Et lorsque nous regardons le programme d'activité du bureau conduit par M. Willy Conrad Asseco, nous nous rendons tout simplement compte que c'est un programme d'activité qui cadre avec les nouvelles réformes de la tutelle en matière de sport. Et je dirais tout simplement que c'est une chose formidable que Willy Asseco se soit décidé d'être candidat à la prochaine élection de la Fédération gabonaise de basketball. Voilà, c'est dit. Willy Conrad Asseco, dites-nous véritablement si vous êtes candidat à la prochaine élection de la FEGABAB. Oui, je serai candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de basketball, dont l'élection est prévue le 19 décembre 2020 à Libreville. Et pourquoi? Pour une raison très simple, parce que comme beaucoup d'autres passionnés de la balle orange, nous considérons aujourd'hui qu'il est temps que nous rendons au basketball ce qu'il nous a donné, qui est un sport aujourd'hui qui est attaché profondément à certaines valeurs, des valeurs éducatives. Je tiens à rappeler que le basketball est né dans une école. Donc il y a là, au sein du basketball, la notion d'éducation. Il y a des valeurs liées au partage du ballon, parce qu'on a besoin de jouer à 5. On joue un match à 5, même si le match se gagne à 12 sur le terrain, on est 5, comme le 5 majeur, le nom de notre programme. Mais également, il y a des valeurs comme la discipline, le travail bien fait et le fair play. Alors, vous aurez le temps certainement, peut-être pas aujourd'hui, mais au cours d'une prochaine conférence de presse que vous allez animer, je pense, le 5 décembre prochain, de revenir un peu sur les différents points de société que vous allez pouvoir mettre en place au soir justement de cette élection du 19 décembre prochain. Dites-nous au moins sur quoi repose le 5 majeur. Alors, le 5 majeur repose premièrement sur des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés en tant que Gabonais, en tant que peuple bantou. Le rassemblement, la discussion, le partage. Et nous nous appuierons sur 3 points fondamentaux qui sont la formation, le jeu et les infrastructures pour développer différents axes. Comme vous l'avez dit tantôt, nous aurons l'occasion de développer, mais je vais rapidement décliner les grandes lignes. Il y a d'abord le temps mort. Une fois élu le 19 décembre, nous organiserons dès janvier 2021 les premières assises du basketball que nous avons intitulées Temps mort. Au sortir d'une élection qui déchaîne les passions, il est important de se retrouver et d'échanger sur les perspectives à venir, sur les 4 prochaines années. Et c'est quoi cette définition temps mort qui est un terme propre au basketball? Lorsque quelque chose ne va pas lors d'un match, le coach on arrête, on demande un temps mort. D'accord. C'est ce que nous qui veut dire allons faire. On va marquer l'arrêt des activités et puis faire un toilettage certainement de la maison basket du Gabon. Les activités, il n'y a pas que la maison basket. Les activités, conformément à un arrêté ministériel et gouvernemental qui a été signé, les activités sont suspendues pour des raisons de santé publique. Tout le monde le sait. C'est donc le moment pour nous de nous restructurer dans le cadre du basketball parce que notre rôle primordial en tant que Fédération gabonaise de basketball, c'est d'abord d'administrer le basketball. Naturellement. Donc ça va être pour nous l'occasion d'abord de faire un temps mort, de réunir les troupes, parce qu'une fois élus, Willy Asseco ou les membres du bureau fédéral ne géreront pas le basketball pour un groupe de personnes. Il n'y a pas les uns contre nous d'un côté et les autres de l'autre. Tout le monde ne peut pas soutenir Willy Asseco et son bureau. Il faut forcément qu'il y ait des gens en face et nous le comprenons bien. Mais l'occasion, pour du temps mort, ce sera pour nous. Le temps mort sera pour nous l'occasion de dire, écoutez, les élections sont désormais derrière nous. Échangeons sur les problèmes qu'il y a dans le cadre du basketball pour pouvoir avancer et développer le basketball. Parce qu'au-delà du jeu, du simple jeu qu'est le basketball, nous avons de véritables enjeux au niveau du Gabon. Le basketball est pratiqué par les jeunes, qui composent plus de 60% de la population gabonaise. Il y a d'énormes opportunités du côté du basketball. Il y a d'énormes opportunités en qualité de formation, en qualité pour les immersions de jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, nous devrons nous asseoir
pour échanger avec toutes les parties et aller de l'avant. C'est déjà certains points que vous évoquez, qui vont participer justement à mieux améliorer la politique de la Fédération gabonaise de basketball si d'aventure vous êtes élu au soir du 19 décembre. Avant que d'aller retrouver Yann Akenege qui justement a quelques questions pour vous. Vous êtes président de la BAC League. Oui. C'est quoi fondamentalement la BAC League? Alors, Basketball Académique, la BAC League est un projet de Basketball Académique Club. Je tiens à rappeler que je joue au basketball depuis l'âge de 8 ans. Donc et ensuite, j'ai joué pour différents clubs sur la place locale, gagné différents championnats, notamment avec le club d'Awenje, où nous avons été champions cadets. Et après, j'ai joué pour le club Newji jusqu'au moment de l'obtention de mon baccalauréat au lycée d'application Nelson Mandela. Ensuite, j'ai joué en Allemagne, puis j'ai intégré l'équipe nationale A du Gabon. Et à un moment donné, comme beaucoup, je n'ai pas apprécié un certain nombre de choses, un certain nombre de fonctionnements, un certain nombre de choses qui fonctionnaient au niveau du Gabon. Il fallait trouver une dynamique, quelque chose, n'est-ce pas, sur laquelle va se reposer le basket. Et vous, l'idée, vous êtes venu pour la BAC League. Il fallait donc contribuer au développement du basketball au Gabon. C'est ainsi qu'avec d'autres jeunes, nous avons créé Basketball Academy Club. Nous avons choisi un modèle qui nous a permis d'impacter réellement la vie de certaines personnes, qui nous a permis de découvrir le potentiel illimité des Gabonais sur le territoire national. Et le pari, on peut dire qu'il a été réussi jusqu'aujourd'hui. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Mais je peux vous dire que j'ai rencontré des jeunes à Mounana. Je pense au jeune Kevin Piga. Nous sommes partis jusqu'à Mounana. Nous avons découvert Omoy. Nous sommes partis jusqu'à Koulamoutou. Nous sommes partis dans le Wolinten. Nous sommes partis pour le basket jusqu'à Bitam. Alors, quel est le positionnement de ces jeunes, déjà, effectivement, que vous avez pu dénicher? Quelle est leur contribution pour le Gabon aujourd'hui, par exemple? Déjà, ce sont des jeunes qui pensent que le basketball a des opportunités, qui se forment à travers le basketball, qui utilisent leur temps de façon saine et qui contribuent ainsi à ce qu'on ait une meilleure société et qui participent à des activités. Parce qu'au-delà, je tiens à préciser que le basketball aujourd'hui, est comme depuis, est plus qu'un sport. Il y a de véritables enjeux. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont parfois abandonnés, qui ne pratiquent pas du sport, alors que le basketball est un prétexte fabuleux pour attirer ces jeunes, et tout en les éloignant vers des activités à risque. C'est le pari que nous avons fait lors de la création de Basketball Academy Club il y a 10 ans. Immersion. Exactement. Et nous avons donc choisi un modèle économique qui nous permettait d'impacter le maximum de personnes et à différents niveaux. Qu'on soit dirigeant, qu'on soit bénévole, qu'on soit un projet qu'on puisse adosser à la BAC League, des jeunes Gabonais ont eu la possibilité de saisir certaines opportunités et d'être engagés. Et certainement de mieux le comprendre avec toutes vos tournées, tant au niveau de Libreville, la capitale gabonaise, qu'à l'intérieur du pays. On vous a vu dans différents établissements. Vous alliez prendre ces jeunes à la pépinière. Oui, Yann Akenege. Oui, j'aimerais vraiment d'abord venir féliciter déjà l'initiative de se présenter comme ça pour pouvoir prendre la direction de cette fédération qui aujourd'hui est vraiment en bas de l'aile. Mais les projets qui sont à proposer, on vous avait insisté tout à l'heure sur la formation en parlant du fait que le basketball, c'était un sport qui avait été créé dans une école, une institution académique. Aujourd'hui, du côté académique, c'est de la formation des jeunes. On a vu par exemple l'année passée avec Canal+, qui avait fait la Basket Academy. Cette télé-réalité qui montrait l'immersion totale de certains jeunes avec des formations, ils ont fait cela un peu dans plusieurs pays de l'Afrique, notamment au Gabon. Ils étaient beaucoup plus du côté du lycée national Léomba. Vraiment, ce sont les points. Vraiment, il y a beaucoup de gens, j'ai discuté avec certains jeunes aussi qui en parlaient pour dire ces opportunités. Est-ce qu'il y a des liens comme ça, des connexions avec lesquelles Willy arrive à la tête de cette fédération pour pouvoir ouvrir les portes peut-être à l'étranger à des jeunes? Évidemment, la formation est au cœur du programme que nous proposerons dans le cadre de cette campagne électorale, si je peux le dire ainsi, notamment à travers le Centre fédéral. Parce que le Centre fédéral qui sera un outil sous la supervision de la direction technique nationale que nous comptons bien évidemment réformer pour identifier, détecter et former tous les acteurs majeurs de la balle orange, qu'ils soient dirigeants,
bénévoles, joueurs, arbitres ou même entraîneurs. Donc nous mettrons là un pan, nous mettrons là un accent vraiment sur la formation, quitte à offrir le même type d'opportunité que nous avons offerte à d'autres acteurs de la balle orange dans le cadre de la BAC League. Ce que nous venons dire aujourd'hui aux électeurs qui nous suivront, c'est notre équipe est composée de personnes valables, qui sont passionnées du basketball, qu'ils connaissent, qu'ils ont connu. Comme toutes les autres équipes d'ailleurs. Évidemment. Comme toutes les autres équipes. Mais nous avons un avantage compétitif, c'est que nous souhaitons réaliser un programme qui nous permettra d'impacter les vies et qui nous permettra de découvrir un Gabon dont nous rêvons et de faire du basketball la fierté que nous souhaitons tous avoir en termes de basket. Alors, moi, je vais revenir un peu sur ce que vous disiez déjà il y a quelques temps. Vous parliez de réunir l'ensemble déjà des journalistes de sport autour de votre projet. C'est un des points. Vous parliez de la BAC League en tant qu'habilité, n'est-ce pas, à pouvoir mettre en place 20 plateaux dans votre projet également. Vous parliez aussi surtout de ce centre fédéral que vous avez envie de mettre en place. Enfin, ces différents points sont un peu dans votre politique que vous avez appelée les 5 majeurs. Véritablement, est-ce que cela est réalisable aujourd'hui pour vous, seul, au niveau de la BAC League? Mais pas au niveau de la BAC League, au niveau de la fédération. C'est-à-dire que les éléments que vous mentionnez, ce sont des actions que nous avons réalisées dans le cadre du projet BAC League depuis 10 ans. Et ce que nous disons aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est que nous venons respectueusement solliciter la confiance des différents délégués pour mener un certain nombre d'actions, que ce soit en termes d'infrastructures, parce que les infrastructures sont au cœur même des actions que nous souhaitons mener. Nous souhaitons réhabiliter 9 plateaux sportifs à travers le Gabon, 9 plateaux sportifs qui seront dédiés aux ligues provinciales. Et pour la comparaison, je dirais qu'avec la BAC League, nous avons réhabilité plus d'une vingtaine de plateaux sportifs à travers le Gabon. Les plateaux sportifs sont là, ils sont visibles. C'est là où je voulais ils sont du côté vous avez un plateau du côté de la mairie de Plein-Niger, vous avez des plateaux à Makoko, vous avez des plateaux à la mairie de Port-Gentil, à la plateforme des charbonnages, vous avez un plateau du côté d'Akournam, vous avez un plateau à Père-Brottier, à la Secna. Ce sont des plateaux qui sont connus, que les jeunes connaissent. Ce sont des plateaux qui sont utilisés par des jeunes. Alors si nous, jeunes Gabonais, avec une association, je dirais une association de quartier, qui est la BAC League, qui est la Basketball Academy Club, nous avons pu modestement contribuer à l'amélioration de tout cet écosystème. Nous venons donc, avec notre moderne expérience, solliciter les outils fédéraux pour pouvoir faire quelque chose sur le territoire national au profit du basketball gabonais. Alors, Willy Conrad Asseco, candidat à la prochaine élection de la Fédération gabonaise de basketball. On va un peu parler de ce qui pique, de ce qui fait parfois mal. Alors, d'aucuns vous reprochent de ne pas, n'est-ce pas, disposer d'une structure, la BAC League, qui regroupe, n'est-ce pas, des clubs, quand on sait que lorsqu'on met en place une association de clubs, elle devrait disposer de clubs. Dites-nous un peu, c'est quoi le problème? Younous Obam, spécialiste effectivement des questions de basketball et de sport, est passé sur ce plateau. Il dit, je cite, la BAC League effectivement n'a pas de club. Dites-nous un peu comment vous fonctionnez. Alors la prochaine fois qu'il passera sur ce plateau, demandez-lui si la NBA a un club. D'accord. Voilà. Il s'agit tout simplement... Vous faites une comparaison entre la NBA. Comparaison n'est pas raison. C'est pour vous dire qu'il s'agit, lorsqu'on monte un projet, d'accord, il y a un modèle économique qu'on souhaiterait avoir. Il y a un positionnement, pour faire simple, qu'on souhaiterait avoir. Nous avons fait le choix. Alors, comment vous fonctionnez? Alors, comment nous fonctionnons? La BAC League est un projet de l'association Basketball Academy Club. Basketball Academy Club, c'est BAC, comme baccalauréat. Nous utilisons le basketball comme prétexte pour attirer le maximum de personnes, qu'on soit dirigeant, qu'on soit joueur, qu'on soit arbitre, et les éloigner d'activités à risque, tout en leur offrant des opportunités. C'est le modèle économique que nous avons choisi. Naturellement. Dans un premier temps. Un projet, comme vous le savez, il est évolutif. Et dans ce cadre-là, nous avons impacté
un certain nombre de personnes. Nous avons offert des opportunités à certaines personnes pour leur permettre de développer certains projets. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le positionnement qui est le nôtre. Tout le monde n'a pas un club. Nous avons fait le choix de ne pas avoir un club pour l'instant. Voilà. Et d'accompagner le basket. Et d'accompagner le basketball. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un club. Les arbitres n'ont pas de club. Mais ils accompagnent sans arbitre. Il n'y a pas de match de basketball. Alors, jusqu'aujourd'hui, les rapports entre vous et la Fédération gabonaise de basketball, que ce soit du temps de Medouanzé, que ce soit du temps de Léopold Eva, comment sont les rapports? Alors, nous sommes respectueux de la hiérarchie. Basketball Academy Club existe depuis plus de 10 ans déjà. Depuis 2012, nous sommes affiliés en tant qu'association à caractère national à la Fédération gabonaise de basketball. Nous avons eu l'opportunité de travailler sous 3 présidents de fédération, dont M. Léopold Deva. Nous avons eu les conseils avisés des passes présidentes Sylvie Cota, Yvon Medouanzé, que je salue respectueusement au passage. Nous participons régulièrement aux assemblées générales. Nous contribuons, quand nous le pouvons, aux activités des différentes fédérations et même des ligues. Et pour nous, ça reste cela le plus important. Apprendre des textes, apprendre les autres, partager et bénéficier de l'expérience de tout un chacun. Mais moi, j'aimerais vraiment revenir encore du côté un peu de l'international. On va parler de la fédération que vous voulez, à laquelle vous voulez être vraiment à la tête, mais j'aimerais dire, il y a comme un œil à l'international parce que la FIBA est là, comme on voit la FIFA avoir un impact sur la fédération de football. Est-ce qu'il y a ce côté-là, vraiment, la place que la FIBA occupe du côté du Gabon, l'impact que la FIBA a au niveau de la fédération? Est-ce que vous le suivez? Comment est-ce que ça se passera si vous vous retrouvez président au lendemain de l'élection? Bien sûr, tout comme le Gabon, tout comme la FEGABAB est régie par des lois et des textes, des statuts et règlements, la FIBA Monde, tout comme FIBA Afrique, est également régie par des textes et des lois. Et là, il est important pour nous que nous ayons des textes qui s'arriment justement à ce qui se fait à la fois dans la sous-région ou sur le continent africain. C'est une évidence. Ce sera donc au prochain bureau fédéral de choisir un positionnement qui nous permettra, qui cadrera avec les attentes à l'international, mais qui permettra aussi au Gabon et aux Gabonais d'être encore plus fiers de ces équipes nationales à travers une meilleure gestion des équipes nationales et une meilleure organisation des compétitions nationales. Est-ce qu'il y a déjà des petits jets comme ça dans le 5 majeur, ce projet que vous tenez? Il y a des petits jets avec des connexions externes. Bien sûr, mais nous n'allons pas le dire maintenant. Il ne va pas tout dire. Nous n'allons pas tout dire, nous allons garder un peu. Sinon, ses adversaires vont déjà prendre... Nous allons garder un peu. Voilà. Rien à voir avec justement le basketball et surtout le positionnement de Willy Conrad Asseco qui veut faire du basket au Gabon la première discipline sportive. 15 ans après son dernier combat et une défaite contre Kevin McBride en 2005, la soif de victoire de Mike Tyson n'a pas changé. Au Staples Center de Los Angeles, voilà, à 54 ans, la légende de la boxe n'a presque rien perdu et n'a pas déçu pour son comeback tant attendu. Opposé à Roy Jones Jr., 51 ans, Aaron Mike a montré de belles choses, mais s'est contenté d'une égalité. On regarde. Attendu avec un mélange de fébrilité et d'excitation par les amateurs du noble art, l'exhibition entre Tyson et Jones Jr. n'a pas déçu. Si aucun vainqueur n'a été désigné au terme des 8 rounds de 2 minutes, les deux boxeurs ont montré qu'ils en avaient encore dans les gants. J'étais juste heureux d'être là avec lui et de faire les 8 rounds. Ça ne voulait rien dire pour moi. Le score ne signifiait rien pour moi. L'absence des supporters, ça n'a rien changé. J'étais juste content de tenir la distance parce que j'avais l'habitude de le faire avec des rounds de 3 minutes. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas tenir la distance? Tout le monde sait que je peux assommer quelqu'un. Donc si je le faisais, je pense que tenir la distance, c'était ça le vrai combat. Au moment de l'annonce de la décision, Tyson est apparu bien plus frais que Jones Jr., encore en sueur et éreinté par les coups sur le corps qui ont fait des ravages. Des coups d'un boxeur qui ne se considère pas comme un vieux. J'étais juste heureux d'être là. Je ne me considère jamais comme vieux. Je me considère comme une énergie. Je ne dis jamais que je suis un gars de 54 ans qui vient sur le ring. Je dis toujours qu'une certaine énergie arrive sur le ring. Boxer face à Tyson, mêlé entre victoire et spectacle, Jones Jr. a relevé le défi sur les 800 de cloche.
Je voulais aussi vraiment montrer un spectacle et y aller pour la victoire. Mais il fallait qu'ils aient le spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? C'était du style, vous voulez obtenir la victoire, mais vous voulez vraiment offrir un spectacle. Alors, je devais leur donner quelque chose qui était haut la main. Pour moi, une personne normale serait stupide de se retrouver devant Tyson, mais ce c'est Roy Jones, donc je devais le faire. 2 boxeurs cinquantenaires sur un ring à huis clos. 8 rounds pour un combat nul. L'image est mémorable. Tyson, toujours actif dans le noble art, il reste plus que jamais une énergie vivante malgré son âge. Et il faut noter que ce combat, dont le KO était interdit afin de respecter l'intégrité physique des deux quinquagénaires, ne sera pas comptabilisé dans les classements mondiaux. En boxe, nous restons pour parler cette fois-ci de Tony Yoka, le boxeur français le plus médiatique depuis son titre olympique en 2016, qui s'est défait de l'Allemand Christian Hammer à la H Arena de Nantes en France. S'il avait terrassé Johan Diopas dès le premier round, il y a 2 mois, à 28 ans, Yoka a eu plus de mal pour venir à bout de son adversaire de 33 ans. Avec cette 9e victoire en autant de combats, Tony Yoka poursuit donc ainsi sa progression au classement mondial, désormais 12e, mais doit désormais amorcer une montée en puissance face à des boxeurs du top 15 mondial. Écoutons le poids lourd français. On a essayé de travailler d'autres choses par rapport à d'habitude. On savait que ça allait être compliqué, qu'il n'allait pas se faire, qu'il allait me rentrer dedans, m'accrocher, essayer de pourrir le combat. Mais voilà, je suis resté focus et j'ai répondu présent. Il a énormément d'expérience. Je crois qu'il a 30 ou 35 combats. Ça m'a fait du bien de faire 10 rounds ce soir. Je sais que je les ai, je sais que j'ai la distance, il était plus fatigué que moi. Et voilà, on est satisfait de la prestation de ce soir. Ouais. Je suis 18e mondial. J'espère passer au moins dans le top 15. Et d'ici la fin de l'année, me rapprocher du top 10 pour en 2021 proposer vraiment de gros combats. Alors, nous revenons avec notre invité Willy Conrad Asseco. Voilà, j'y arrive. Il est lui candidat à la prochaine élection de la Fédération gabonaise de basketball qui va se tenir le 19 décembre 2020. Willy, nous allons terminer avec certains points, 2 ou 3. On va d'abord parler un peu, parce que d'aucuns pensent également que vous n'avez jamais été dans une ligue, vous n'avez jamais contribué sur le plan administratif, n'est-ce pas, au développement véritable du basketball au Gabon. Dites-nous. Oui, c'est un avis, c'est également un fait, oui. Je n'ai jamais été dans un bureau de ligue. Oui, je n'ai jamais été dans un... D'où on vous reprocherait effectivement. Oui, je n'ai jamais été dans le bureau fédéral. Voilà. Oui, c'est un fait, c'est un avis. Mais je pense qu'il faut se recadrer d'abord sur ce que la loi dit, sur les textes. La candidature à Les modalités de candidature à la présidence de la fédération sont régies par un règlement et par des textes. Donc, il n'est écrit nulle part qu'il faut avoir été membre d'une ligue ou membre de la fédération pour être candidat à la présidence de la fédération. Ce sont les statuts qui le disent. Ce sont les statuts qui le disent. Donc, les statuts qui sont quand même un peu décriés par certaines personnes. Oui, on pourra y revenir. Donc, du coup, je peux comprendre cet argument. Où on dit que voilà, il faut avoir été membre d'un bureau ou d'une ligue. Mais non, il s'agit en plus, non seulement il y a des textes et des lois qui m'autorisent moi à être candidat à la présidence de la fédération, mais en plus, je serai accompagné par une équipe avec des membres qui, eux, ont déjà été dans des ligues et au sein de la fédération, qui, eux, donc, pourront étouffer cet argument en fait, qui est utilisé par des personnes dont la transhumance dans le monde du basketball est bel et bien connue. Ça, c'est de 1. De 2, en ce qui concerne les textes, Très rapidement, on me fait signe que le temps qui nous est imparti est arrivé à ce moment. D'accord. En ce qui concerne les textes, ce que moi je sais, c'est que ces textes ne pourraient souffrir d'aucune contestation. Ni de moi, ne devrait souffrir d'aucune contestation, ni de moi, ni du challenger aujourd'hui, qui est le trésorier général du bureau sortant, qui a participé à la dernière Assemblée générale de 2019, parce que je tiens à rappeler que les statuts ont été modifiés en 2018. Il a donc participé, comme tous les présidents de ligue actuels, à l'Assemblée générale de 2019.
Donc, je ne vois pas pourquoi on va changer les règles pour l'Assemblée générale de Et 2020. je vous assure Il faut que les Gabonais comprennent bien. Je vous assure que cet épisode n'est pas encore terminé. On va revenir effectivement sur comment les textes de la Fédération gabonaise de basketball ont été changés et dans quel contexte ces textes ont été changés. Juste une dernière question, Willy Conrad Asseco. Pourquoi voter pour Willy Conrad Asseco pour la prochaine élection de la FEGABAB? Mais, comme je le disais, parce que nous proposons un projet qui nous permettra d'être à nouveau fiers du basketball gabonais. Nous venons avec une équipe qui souhaite réaliser de très très belles choses. Nous avons un programme que nous souhaitons réaliser, des actions que nous allons mener jusqu'au bout. Et nous sollicitons donc la confiance de tous les électeurs, de tous les délégués lors du vote du 19 décembre 2020 à Libreville. Et le message est bien passé, voilà, qui vient refermer ce numéro de Multisport 24. Merci à Willy Conrad Asseco, candidat à la prochaine élection de la Fédération gabonaise de basketball. Merci également à Yann Akenege, journaliste à Gabon 24 et spécialiste des questions de sport au département anglais de Gabon 24. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas que la pratique chaque jour des gestes barrières peut vous sauver et peut sauver des vies autour de vous.